votre site, dans la biographie que nous présentons, vous nous invitez à suivre votre travail passablement foutraque sur www.territoire3.org. Ouais, absolument foutraque. Je peux peut-être réagir là-dessus si tu veux. Foutraque, pourquoi foutraque? En fait, tous azimuts, quoi. C'est-à-dire que je suis dans l'écriture, je suis aussi dans le dessin, dans la photographie, dans la vidéo. J'ai monté un collectif d'artistes avec des spectacles qui sont écrits, avec des projections, etc. Et puis dans l'écriture même, j'ai exploré différents domaines. Bon, tout ça fort modestement. Hein. En fait, je suis poussé un peu par ça, sans vraiment le vouloir. Hein. Donc vers le théâtre, vers la poésie, vers le roman, littérature blanche, comme on dit, et puis là, tout récemment, vers le polar. Et il s'agit de mon premier polar, donc à un âge avancé, et ça fait une petite vingtaine d'années maintenant que je publie, quoi. Donc voilà, effectivement, j'explore différents domaines à mon corps défendant, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je dis que c'est foutraque, parce que une personne extérieure à mon travail, c'est-à-dire tous les autres sauf moi, peuvent être un petit peu perdus en explorant mon univers. En fait, c'est un univers complet. Et je vous invite, puisque j'ai la caméra juste en face de moi, à venir l'explorer sur mon site, où il y a des liens, il y a des possibilités de télécharger des textes, d'aller sur une chaîne YouTube que j'ai montée aussi de vidéos. Et donc le site s'appelle www.territoire3.org. Voilà, donc foutraque, effectivement. Je revendique à la fois le côté foutraque et le côté bricolage aussi. Pour moi, la création, c'est un bricolage. C'est des tentatives plus ou moins réussies, plus ou moins avortées, vers la volonté d'exprimer un univers cohérent et singulier qui est le mien. Donc après, d'autres personnes ont d'autres types de démarches. Hein. Il y a des gens qui travaillent qui creusent leur propre sillon dans un genre littéraire, par exemple, les poètes, ou des spécialistes de la littérature policière. Moi, c'est pas mon truc, quoi. Donc voilà. Donc effectivement, ça part un petit peu dans tous les sens. Alors finalement, ma question, c'était, vous êtes un touche-à-tout, et je vais inverser ma question du départ, parce que je disais, mais peut-être êtes-vous avant tout un artiste, mais surtout un écrivain. Donc je dirais peut-être êtes-vous un écrivain et surtout un artiste. Je dirais les deux, mon général. C'est-à-dire que pour moi, l'écrivain, c'est un artiste, et un artiste, il est aussi dans l'écriture d'une certaine manière, sauf qu'il peut utiliser des grammaires qui sont différentes que celles de l'écriture. Ça peut être une écriture cinématographique, ça peut être aussi une grammaire de dessin, ça peut être tout un tas de choses. À partir du moment où il s'agit d'une langue qu'on essaie de maîtriser et qui permet d'exprimer, tout du moins d'extérioriser les choses qui sont singulières et profondes, pour moi c'est une écriture. Bon. Après je me revendique rien du tout. Si j'ai peut-être... d'une manière, enfin, je me considère un petit peu comme poète. Pour moi, c'est de la poésie, quoi, finalement, d'explorer un petit peu tous ces éléments-là, et puis de travailler aussi quand même sur la patte. Par exemple, sur le polar, il y a l'histoire, il y a le contexte, etc. Puis il y a aussi l'écriture. Donc, pour moi, la priorité dans l'écriture de ce polar du Parisien, ça a été de trouver une voix et une écriture. Après, le résultat est ce qu'il est. Hein. Et disons que c'est ça, c'est de trouver une voix et une écriture. Et donc c'est une démarche pour moi politique, ça. Trouver une voix et une écriture. C'est un mode de vie, peut-être aussi. Un mode de vie, alimentairement non, puisque comme moi, comme tous les gens que vous voyez défiler, nous avons tous une activité alimentaire à côté. Donc le mode de vie, c'est déjà, la priorité, c'est de pouvoir allier un travail alimentaire avec une activité créatrice. Après, mon mode de fonction par rapport à mon activité créatrice, c'est effectivement ça, c'est de me laisser guider par mes pulsions de création, quoi, donc littéraire ou autre. Avec, encore une fois, le résultat finalement d'une certaine manière importe peu.
Ce qui compte, c'est effectivement les démarches, je pense. D'accord. Donc, on est finalement ici pour présenter Le Parisien, roman qui a donc concouru pour le prix des lecteurs du festival. Il n'a pas vu. Qui, comme 18 autres. Et votre personnage est un vétéran de l'armée, cassé par les épreuves subies sur les terrains de conflit des 10 dernières années du XXe siècle. Ouais. Il a parcouru le monde et en revient avec des images obsédantes et l'impression de s'être perdu, de s'être fait flouer par la hiérarchie, par sa hiérarchie, par la société en général, son pays et le pouvoir de son pays. Alors, dans la partie globe-trotteur, y a-t-il un peu de Jean-François Paillard dans ce Parisien et puis dans le reste du personnage aussi? Sur l'exploration des différents théâtres d'opération, oui, bien sûr, oui, je suis quelqu'un qui voyage, qui aime les voyages, les rencontres de cultures différentes. Donc maintenant, un vétéran d'une guerre, un militaire, il rencontre moins les cultures que les conflits. Donc moi, ce qui m'intéressait dans le personnage, qui est un vétéran effectivement de la guerre du Golfe, la guerre du Golfe 1991, je ne sais pas si vous vous souvenez, la guerre des jeux vidéo, les premières guerres technologiques, on commence à utiliser l'uranium appauvri, les frappes chirurgicales, on voit cette guerre à travers des écrans, elle est très abstraite, très éloignée, et sur le théâtre d'opération, c'est l'horreur. Et ça, on ne le sait pas, on n'en parle pas assez. Notamment l'armée n'en parle pas, c'est la grande muette. Et les gens qui sont sur place, ces jeunes de 20, 25 ans qui sont sur ces conflits, eh ben on n'en parle pas non plus. On parle pas du traumatisme qu'ils ont pu subir, à la fois psychologique et physique. Et dans mon esprit, ces gens appartiennent à une sorte de prolétariat dont on ne parle jamais. Alors on parle de prolétariat ailleurs, mais rarement dans l'armée. Donc ça va être, pour moi, c'était intéressant de camper un personnage qui appartienne à ce type de destin-là, quoi. Voilà, après qu'il soit amené à voyager, oui, alors bien sûr, dans le travail de l'écriture, ça m'intéresse aussi d'explorer des zones que je ne connais pas. Alors, je voyage beaucoup, je suis amené à voyager beaucoup, concrètement, comme beaucoup de gens, mais je voyage aussi beaucoup, pas fantasmatiquement. C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, j'essaie de travailler un peu sur les conflits d'Afrique, etc. C'est une manière aussi de voyager à travers en fait l'inspiration et le travail de documentation, quoi, depuis son bureau. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Oui, oui. Donc votre héros est employé pour renforcer la sécurité du maire de Marseille. Oui, l'entourage du maire. Ouais. Voilà, au tout début du roman. Donc ça c'est un élément intéressant parce qu'en fait ça fait partie aussi des éléments de carrière de ces militaires. Oui. Qu'est-ce qu'ils font après qu'on les a mis de côté, licenciés, enfin ça n'existe pas, ou que mis à la retraite. Voilà, mis à la retraite, et certains sont mis à la retraite assez tôt, etc. Qu'est-ce qu'ils font? On les retrouve dans la sécurité, et on les retrouve aussi pas mal dans le milieu, parce qu'ils ont des capacités de nuisance qui sont importantes, et beaucoup effectivement trouvent à se recycler dans ce monde gris qui est celui de la mafia, quoi. Voilà. Il a des missions de sécurité voilà, à réaliser, et là en particulier pour le maire de Marseille, ou l'entourage du maire de Marseille, et il accepte parce que ça lui permet d'échapper un peu à la monotonie de son quotidien. En fait, il veut fuir, mais ça on le saura plutôt pour la suite, si elle existe. Mais... oui, d'ailleurs, je répète. Enfin, il veut fuir le milieu, parce qu'à partir du moment où on fait partie de cette gentille confrérie, on ne peut plus en sortir. Donc en fait, c'est une tentative de fuir ce milieu. Il a une mission de sécurité dans l'entourage du maire, mais il peut se barrer, et en fait il tombe dans un piège classique. Dans un piège. Ouais. Voilà, bon, on n'en dira pas plus parce qu'il faut lire le livre. Et d'une certaine manière, il semble être, de par même sa mission, il semble être le loser idéal, le coupable idéal. Ah oui.
Et est-ce que vous vous servez un peu de lui pour dépeindre une situation Oui, peut-être oui, tout à pas fait. forcément spécifique à la ville de Marseille, on va pas... Ah non, mais ce jeter la personnage-là, j'ai voulu un peu détourner les codes du roman. Donc c'est un polar assez old school. J'ai voulu détourner les codes, c'est-à-dire que voilà un type un peu viril, etc. Et qui a avalé un peu d'uranium appauvri et qui est devenu impuissant. Donc voilà, il veut s'en sortir. C'est une sorte de loser à la Chandler aussi. J'ai voulu reprendre le profil de ce héros perdant, quoi. Hein. Donc il l'est pour des raisons tout à fait concrètes, mais effectivement, il fait partie de cette catégorie de héros qu'on trouve à partir de la fin des années 70 dans le néopolar, quoi, à la manchette. Je dirais. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Jean-François. Dommage que Nous j'ai un train à allons prendre, vous sinon j'aurais libérer parti. de la cabane. Et à Super. une prochaine fois peut-être. Bah oui, mais surtout, oui, bien sûr. Voilà. Merci.